Rebonjour et bienvenue pour cette partie spoiler de HO avec Glass, donc la partie spoiler, réalisée par M. Night Shyamalan, sortie le 16 janvier 2019 et que j'ai vu au cinéma et en version originale. Vous avez vu le film donc, ou plutôt les films de Shyamalan, parce que je pense que c'est nécessaire pour comprendre où je veux en venir. C'est vraiment dommage si c'est pas le cas. Je vous déconseille vraiment d'écouter cette review si vous n'avez pas vu ce film et les films de Shyamalan. Ce serait vraiment dommage. Partez maintenant. Si vous avez tout vu et que vous voulez mon avis, on continue. Parce que oui, Split est une suite d'Incassables et Glass est bien la conclusion de la trilogie. Vous le savez déjà. Pourtant, même en ayant vu Incassable et Split, je trouve que c'est difficile de s'attacher au personnage dans Glass. C'est vraiment dommage. C'est un des trucs qui, pour moi, me surprend et qui, venant de Shyamalan, me... il y a quelque chose il y a un goût d'inachevé, quoi. Je trouve, par exemple, que Kevin est pas mal posé, même un peu trop, hein. Il y a un petit côté, comme je disais dans ma partie sans spoil, James McAvoy, on le laisse un peu trop s'éterniser. On a cette fameuse séquence où il y a un infirmier qui vient dans sa chambre et puis il se transforme. Il le transforme 15 fois de suite, alors qu'on se dit, au bout d'un moment... Voilà, il avait mis un personnage qui était gentil, qui avait pas l'air de l'agresser, alors pourquoi il continue? Parce qu'il veut voir s'il y a d'autres personnages? Bon, oui, peut-être, mais alors du coup, c'est mal amené, on sait pas exactement si les infirmiers sont au courant de ce qu'ils gardent. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu bizarre aussi dans cet hôpital psychiatrique. On garde des gens hyper dangereux, visiblement, qui sont capables d'avoir des déclics comme ça, mais on est en confrontation directe avec eux, c'est comme tout ça est très frontal, hein. Je sais pas si un mec qui est connu pour s'appeler la Horde et qui a bouffé des gens vivants, on le fout pas en camisole, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quand même assez étrange comme système de gardiennage, mais bon. Donc voilà, il y a un petit côté, voilà, on en rajoute un petit peu sur le McAvoy show, j'ai envie de dire. Allez James, fais-nous 7 personnages au lieu d'un seul, ça sera plus sympa pour faire passer un dialogue informatif, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc par moments c'est un peu exagéré, je trouve pas que Shyamalan tire autant sur la corde, mais à certains moments ça l'est un petit peu. Mais du coup, la révélation de la mort de son père étant l'un des axes narratifs très forts, hein, je parle du personnage de Kevin, donc du tueur, je trouve que c'est logique aussi qu'il soit aussi présent dans la narration. Ça, c'est vraiment le tournant, l'un des premiers twists de l'histoire, c'est le fait que voilà, on apprend que c'est Elijah qui a grosso modo causé aussi la mort de son père. Donc pour moi, c'est bien que Kevin soit posé quelque part, même s'il est un peu trop là, c'est cohérent. Elijah, lui, il a une histoire intéressante et bien construite aussi. Il arrive doucement dans l'histoire. Et notamment, on a ce fameux plan débulé lors du triple interrogatoire que je trouve qui fonctionne très bien et qui montre bien que lui, il est en train de préparer quelque chose. C'est un excellent, entre guillemets, indice, mais on le sent tout de suite. Et que ce sera du coup son point de vue qui va être prégnant sur l'histoire, et je pense que c'est vrai, effectivement. Sa stratégie, sa victoire finale en faisant clairement le personnage principal du film. Alors c'est un peu attendu, c'est sans surprise, puisque c'est son nom qui est le titre du film, mais c'est bien fait. Mais c'est peu touchant. C'est juste cool, voilà. C'est bien fait, mais ça touche pas beaucoup, et c'est juste cool. Et c'est à l'image du film. L'histoire confirme Elijah dans sa théorie, et du coup, lui-même, il ne traverse aucun doute. Son plan, il est parfait. Il savait qu'il allait mourir, il avait préparé sa victoire posthume, enfin voilà. Le film essaie de faire croire que le plan n'a pas marché, notamment avec le fameux moment où il se fait arrêter et qu'on l'opère soi-disant, mais je trouve pas qu'on peut y croire parce que le film s'appelle Glass, donc déjà il te dit clairement qu'il va gagner, et puis la scène arrive trop tôt pour faire croire que le personnage est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un dosage comme ça dans la narration, par moment, par endroit, qui fait que le film glisse presque trop. Pour moi, Elijah, c'est vraiment le personnage principal du film, c'est clair, parce que son trajet à l'image du film. C'est un film sans accroc ou réel moment d'opposition. C'est un film qui glisse, qui va tout droit. Il n'y a pas de point d'achoppement, il n'y a pas de grand défi. La psy, à un moment donné, qui est supposée être grosso modo une opposition à eux, ne se révèle être une réelle opposition qu'à la fin, et en plus, au final, elle est vaincue très vite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle est vaincue. Et encore une fois, je reviens encore une fois sur le David, que j'ai déjà vu dans la partie sans spoil, mais David Dunn, son chemin, il est problématique dès le début, en fait. En effet, dans Incassable, je trouve, alors ça c'est une théorie par rapport à Incassable, je suis pas sûr d'avoir raison, mais il me semble que
le film se finit sur la révélation que Elijah a révélé David à lui-même. Donc grâce à Elijah, David sait qu'il est un super-héros. Et donc David, il a une sensation ambivalente quand il se rend compte que Elijah a provoqué tous ces morts avec les différents attentats qu'il a provoqués pour pouvoir trouver David. Forcément, ça renvoie David à un rapport ambigu par rapport à son don. S'il utilise son don, s'il devient un super-héros, Elijah avait raison, et du coup les centaines de personnes qui sont mortes, pour que David se révèle, c'était une bonne chose. C'était pour que David se révèle à lui-même, et du coup, en utilisant le don, il donne raison à Elijah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque part forcément grave d'utiliser le don dans ce contexte-là. Et s'il n'utilise pas le don, Elijah a tort, et c'est juste un fou criminel. Mais donc, du coup, a priori, David aurait dû se concentrer sur sa famille, avec qui il avait retrouvé un lien, et délaisser la cape tout de suite. La fin, pour moi, d'un Incassable finissait vraiment sur le fait qu'il ne fait pas le justicier avec Mr. Glass, avec Elijah. Il donne à la justice des preuves qu'il a fait ce qu'il a fait, et c'est tout. Il s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il peut pas devenir ensuite le justicier capé, parce que le mec, parce que sa naissance est entachée d'une noirceur qui... En fait, c'est une victoire totale d'Elijah s'il devient super-héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, au début de Glass, pour moi, visiblement, David est devenu super-héros, et je comprends pas. Ça veut dire qu'il a donné raison à Elijah? Alors j'ai peut-être pas compris, c'est une petite théorie perso, hein, peut-être que j'ai pas compris la fin d'Incassable, mais pour moi le choix de David il est étrange à cet endroit, non? Il devrait pas vouloir laisser gagner Elijah après Incassable. Et en plus il a obtenu le truc le plus important pour lui, le film le revendique comme ça, c'est d'être de nouveau en relation avec son fils, avec sa femme. Et sa famille s'est réunie autour de lui, il a réussi enfin à grandir à cet endroit-là. Et pas forcément en devenant super-héros, mais en étant, entre guillemets, en acceptant qui il est. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il est obligé de devenir un vigilante derrière. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est ma petite théorie personnelle, mais ça m'a dérangé dès le départ. Et donc, au début de Glass, on apprend que la femme de David est morte, donc, que Audrey est morte, et on apprend plus tard qu'elle est donc morte d'un cancer, notamment dans le moment où la psy dit au fils de David que voilà, son père éventuellement et lui, ils fabulent, ils se créent un univers pour fuir la mort de sa mère et puis de sa femme, ce qui est une théorie tout à fait entendable. C'est une belle idée, parce que ça expliquerait pourquoi David a repris la cape après la mort de sa femme. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est redevenu... Elle est morte d'un cancer, et donc il est redevenu super-héros, parce que voilà, elle est plus là, puisqu'on comprend aussi dans Incassable que Audrey exprimait vraiment une révolution par rapport à la violence, donc il était impossible pour lui d'être un super-héros tant qu'Audrey était là. Enfin, ça me paraît logique dans ce qu'on voit dans Incassable. Donc ils reprennent la cape après sa mort. Ça aurait pu aussi exprimer une forme de culpabilité. Culpabilité que la psy aurait pu utiliser, hein, vous voyez ce que je veux dire, comme une ficelle. Que penserait votre femme si elle vous voyait maintenant avec votre cape vous prenez cette cape pour ne pas faire face à son décès, pour pas décevoir votre fils, blablabla, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été un motif plus logique de manipulation de David aussi, de ses émotions. C'est vraiment dommage, parce qu'en l'état, le trajet de David, c'est vraiment une ligne droite. Je pouvais pas spoiler trop dans la partie sans spoiler, donc là j'y vais, mais il essaye d'arrêter la Horde, il est emprisonné, il se libère, il stoppe la Horde, il est tué. Voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas de surprise en soi dans sa manière d'être. C'est le héros, fin de l'histoire, son trajet, il est sur une ligne droite. Et je trouve que du coup, ça, c'est encore un élément qui file, entre guillemets, de manière trop évidente, parce que tout le reste du film file de manière trop évidente. Vous voyez ce que je veux dire? Son histoire, en quelque sorte, elle est aussi réglée avant le film. Il n'y a pas de doute de sa part. Il traverse le film, puis il est tué. C'est ça que je veux dire, c'est que Glass, quelque part, est bizarrement un film sans réel suspense. Il fait semblant d'en avoir. C'est comme le plan d'Elijah avec la fameuse inauguration de la tour. Je trouve que le film veut nous faire croire qu'il a de très gros enjeux spectaculaires à venir, alors qu'en fait, le film a des enjeux cachés jusqu'au bout, et une grande portée, mais ce sera de toute façon peu spectaculaire. C'est comme si c'est le plan d'Elijah. Il veut nous faire croire qu'il va se passer un truc spectaculaire, mais en fait non. Il a de grands enjeux, c'est clair, mais ce sera jamais spectaculaire en fait. Et ça, pour moi, c'est à l'image du film. C'est un film qui n'arrive pas réellement à faire prendre sa tension. Et ça s'ajoute à ce climax étrange, à cette dernière partie où la confrontation de David et Kevin est entrecoupée du point de vue d'Elijah, du fils de David et de Mia.
D'ailleurs, en parenthèse, le trajet de Mia aussi est transparent. Elle revient sauver Kevin de manière quasi passive, alors que c'était une fille d'action et très intelligente dans Split. Elle avait vraiment une force comme ça qu'elle avait développée, qu'elle avait visiblement, qui lui a permis donc d'envoyer son beau-père en tôle, hein, puisque c'est ce qui se passait dans Split. Elle était abusée par lui. Encore une fois, si vous écoutez cette partie spoiler, vous avez vu tous les films de Shyamalan, hein, j'insiste. Mais elle, comme tous les autres personnages, et comme les spectateurs, en fait, ils sont en retard sur Elijah. Alors c'est intéressant, mais c'est trop attendu si on connaît Incassable, non aussi? Enfin, c'est évident qu'il va essayer de manipuler les gens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, pour moi, là... Si on le voit sans avoir vu Incassable, à la limite, on peut être surpris. Mais si on a vu les films avant, je pense qu'on gagne en densité dans la connaissance des personnages, mais on perd en qualité dans l'intrigue. Pour moi, c'était évident qu'Elijah allait faire quelque chose de plus compliqué que ce qu'on nous vendait de prime abord. Et donc, du coup, je ferme la parenthèse, mais du coup, la scène finale, c'est une action souvent arrêtée par d'autres points de vue, plus une mise en scène un peu molle de Shyamalan des scènes de combat. Je l'expliquais dans la partie sans spoiler, mais grosso modo, Shyamalan, il fait souvent des plans séquences ou des plans très posés. Il aime pas beaucoup les plans organiques, les plans agressifs qui font qu'on ressent les coups, ce genre de choses. Donc du coup, ça donne des scènes dans ce film-là un peu molles, où il ose pas aller aussi loin que dans ses plans séquences. Des plans séquences aussi tranchés et forts et tendus que par exemple dans Incassable, hein, tout simplement, la fameuse scène de combat qui est sur un plan où la caméra ne bouge quasiment pas et la scène est extrêmement puissante et émotionnellement très très forte. C'est en plus une scène de combat qui est une résolution, ce qui fait que ça fonctionne encore mieux. Là on a vraiment un découpage, un mélange entre un découpage mainstream actuel et j'ai envie de dire un certain côté non spectaculaire de ce qu'on voit. C'est supposé être spectaculaire de voir un mec tordre une barre de fer très dur, mais le fait est que au cinéma, on a vu ça des milliers de fois, on en a mangé des films de super-héros, du coup ça n'est plus tant que ça. Il manque ce degré d'exagération ou simplement de radicalité, ou dans la mise en scène, ou dans ce qui est montré, ou dans le spectaculaire, pour que ça prenne complètement. Et du coup, dans ce climax, on a le premier twist, donc le fait que Elijah a indirectement créé David, mais a aussi créé la Horde, en faisant mourir le père de Kevin, qui était donc allé à la recherche de soins pour sa femme. Et ça, c'est vraiment une belle idée de liaison des trois héros. Encore une fois, dans le terme de sens, le scénario est très intéressant. En plus, ça renvoie à l'intro d'Incassable, grosso modo, le commencement de toute cette histoire, grosso modo, dans un train, la fameuse introduction du train et de l'accident qui a tout lancé. C'est bien vu, c'est fort, et ça... C'est vraiment bien vu sur les trois films, donc ça c'est vraiment classe. Alors pour la petite parenthèse, la vraie introduction d'Incassable n'est pas la scène dans le train, mais la naissance d'Elijah. Mais je reviendrai là-dessus quand je ferai une critique, après le film, sur Incassable, encore une fois. Parce qu'Incassable, c'est un film qui recèle des tas de perles et de petites choses qui disent que c'est un film beaucoup plus fort que ce qu'il ne dit d'emblée. Ça c'est un film absolument génial. Je ferme la parenthèse. Comme dirait Durandal, Incassable, c'est une tuerie. Et donc cette idée de relier encore une fois toute l'histoire à partir de cet accident-là, et de lier nos trois personnages de manière indéfectible à partir de là, c'est un twist qui est excellent, juste excellent. Ensuite on a le deuxième twist, la psy qui fait en fait partie d'une organisation anti-super-héros parce que trop dangereux, parce que c'est trop dangereux d'avoir des dieux parmi les humains. Intéressant aussi, twist que moi perso j'ai pas forcément vu venir, honnêtement, hein. Je me suis dit bah d'accord, ok, du coup je me suis vraiment dit son trajet à elle dans le film est plus intéressant que ce que je pensais, parce que jusque là je la trouvais un peu plein sud, un peu voilà, elle commence à les voir faire des trucs extraordinaires, mais elle est toujours un peu genre oui bon bah écoute ils font des trucs extraordinaires, et là d'un seul coup on les voit avec les flics, il y a ce fameux motif qui apparaît sur les poignets des gars. Alors moi j'avais même pas remarqué, hein. Ma compagne a vu tout de suite dès le premier plan, elle m'a dit mais c'est quoi ce tatouage que le mec a sur le poignet? Moi j'avais rien capté, donc... Elle a un meilleur regard que moi, il n'y a rien à dire. J'ai compris que quand il y a eu la récurrence après, je me suis dit, ah oui, finalement, visiblement c'est important. Mais sur le coup, j'avais carrément zappé, quoi. Alors, ce twist, le fameux twist de l'organisation anti-super-héros, visiblement, j'ai regardé un peu sur Internet, ça a énervé beaucoup de monde sur le web. Alors, pourquoi? Alors, il me semble que, déjà parce que c'est amené de manière un peu grossière. Il y a les gros plans sur les tatouages, sans compter qu'il y a des questions qui arrivent naturellement, hein. Pourquoi une organisation visiblement puissante accepte un plan très risqué de convaincre des gens qui sont réellement des super-héros, qui ont vraiment des super-pouvoirs, qu'ils ne le sont pas, pour faire en sorte qu'ils ne le fassent pas, entre guillemets, qu'ils ne les utilisent pas, plutôt que de les tuer et de les faire disparaître. Ce qui serait quand même beaucoup plus rapide pour une organisation visiblement tentaculaire,
qui est sur toutes les États-Unis, qui existe depuis des siècles en plus. Ça, je trouve que c'est mal exprimé. Je peux comprendre la volonté d'humaniser et donc de se convaincre que quelque part on fait le bien. Vous savez, les pires actions politiques, on les fait souvent sous couvert de libérer les gens. C'est la fameuse phrase de Lord of War, hein, c'est y a toujours des gars dans les pays, en voie de développement où tu as des guerres civiles, ainsi de suite. Il y a souvent des armées qui se détruisent les unes derrière les autres. Elles ont toujours des noms de libérateurs et de sauveurs. Bien sûr, elles ne disent pas les nouveaux violeurs, pilleurs, tueurs qui viennent prendre toutes les richesses. Vous voyez, c'est pas l'ambiance. On pense toujours quelque part faire le bien, d'une certaine manière. Et donc, je comprends l'idée. Mais quand même, face à des super-héros, une réaction de repli violente paraît plus crédible. Vous voyez ce que je veux dire? On les flingue, on calcule même pas. Après, si on fait ça, le film se casse la gueule. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, c'est au film d'expliquer bien pourquoi ils prennent autant de risques à créer toute une mise en scène, alors qu'ils ont visiblement les moyens de les buter et de les faire disparaître. Puisque dès le début du film, elle a les outils, le fameux Flash pour contrôler Kevin, l'eau pour contrôler, David, et elle sait qu'elle doit lobotomiser Mr. Glass, donc c'est réglé. Vous voyez ? Ça, je trouve que c'est déjà mal amené et ça explique beaucoup, une grosse partie, je pense, de la colère des gens face à ce twist-là qui, pour le coup, je trouve, est mal amené. Je pense que c'est ça qui dérange le plus dans ce deuxième twist. C'est pas assez solide pour supporter l'incrédulité du spectateur, là, pour le coup. Et je pense que ça explique aussi très bien les 36% sur Rotten Tomatoes. C'est un peu dur, selon moi, 36%, c'est quand même violent. Hein. Mais la réaction face à Shyamalan est toujours tranchée. Hein. Il est toujours sur ce fameux pari, la fameuse formule dont je vous ai parlé dans ma critique de Split et donc dans ma première partie, sans spoil de glace. J'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai eu mieux. C'est très risqué comme pari. Tu dis aux spectateurs, en fait, tu fais une bande-annonce, mais tu mens un peu sur ce que les gens vont avoir. Tu leur donnes pas exactement ce qu'ils veulent, genre pas du tout, mais ce que tu leur donnes à la place va leur plaire plus. C'est quand même un sacré pari. Et c'est toujours très risqué. Du coup, les réactions sont toujours très tranchées. Il y a ceux qui adorent, ceux qui détestent. Hein. Il n'y a pas, en général, le ventre mou, il est quand même composé de moins de personnes. Et donc, alors que tous les personnages principaux sont morts, je continue la conclusion du film, ce qui est couillu et radical, hein, même si à mon avis c'est trop légèrement amené. Au final, comme je disais, certaines personnalités de Kevin ont des doutes, notamment Patricia, et encore, ces doutes sont vite résolus. Hein, donc en fait, le film est clairement sur une ligne droite. Tous les personnages vont en ligne droite vers la mort, ou une certaine forme d'impuissance, quoi. C'est-à-dire à sauver son papa, son fils, ou son amoureux, dans le cas de Mian, hein, puisque visiblement, a priori, elle est amoureuse de lui. Et donc, on a finalement ce fameux twist final qui est que Elijah avait tout prévu et a envoyé des vidéos, des enregistrements, des exploits des super-héros, et ça va devenir viral et tout ça, et les gens vont découvrir que les super-héros existent, ce qui est pour le coup une grande victoire, puisqu'on voulait les faire disparaître. Cette organisation se bat pour les faire disparaître, et dire que ça n'existe pas. Le thème du film se révèle alors, des forces agissent pour empêcher le potentiel des gens de s'exprimer, et pour une fois dans ce film donc, ces forces contraires, ces forces qui empêchent aux gens de s'épanouir, elles perdent. Alors c'est une belle idée, encore une fois. Le film est beau dans son fond, c'est une belle conclusion après 3 films autour de marginaux. Le premier film est autour d'un loser, un mec qui est devenu gardien de stade parce que voilà, il n'arrive pas à s'affirmer aussi bien dans sa vie privée. Il en arrive à un point au début d'Incassable où c'est très moche, où il veut clairement tromper sa femme, alors qu'il est en pleine séparation, de manière un peu moche avec une jeunette là. Vous voyez, c'est un loser au départ, David Dunn. Kevin Wendell Crumb, c'est un handicapé grave, mental, il est complètement malade. C'est un malade mental. Et puis en face, t'as Elijah, qui est donc Glass, et qui est donc un handicapé mental, qui essaie de se trouver une raison d'être un super vilain, parce que sinon, il a aucune raison d'être là. Donc c'est vraiment ce qu'on peut parler de marginaux qui... Et à la fin, cette conclusion de Glass, je trouve, ils se relèvent tous et réussissent à le montrer au monde entier, qui peuvent être plus que des marginaux, un loser, un malade mental et un handicapé grave, vous voyez. Et ça, c'est beau, c'est une belle chose, ça montre qu'ils ont un potentiel que juste notre société serait incapable de voir ou de transcender.
et je trouve, pour le petit parenthèse politique, je suis d'accord avec lui, je pense que notre époque actuelle empêche les gens de s'épanouir, très très fortement. Et en empêchant les gens de s'épanouir, on crée une suite de problèmes, des problèmes de plus en plus graves. Donc là-dessus, je trouve la conclusion vraiment, en termes de sens, encore une fois, c'est vachement bien. Mais c'est maladroit encore un peu ici, parce que Mia est un peu trop lisse à suivre le script en rapport à Split, par exemple. Mais surtout, Mia, je veux juste finir sur Mia, mais voilà, vous voyez, c'est un personnage fort, donc elle est complètement à la ramasse de toute l'histoire, alors qu'elle a visiblement un autre rapport avec Kevin, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose d'autre qui aurait dû se produire chez elle dans son rapport à Kevin, même si on comprend ce qui se passe, elle a un peu un syndrome de Stockholm, elle en a peur, en même temps elle pense qu'elle peut le sauver, vous voyez le rapport, et ça je comprends tout à fait. Mais je trouve encore une fois qu'elle a un trajet trop lisse pour une présence aussi forte dans le film, puisque c'est elle finalement qui, à cause entre guillemets d'elle, Kevin se fait tuer, mais en même temps il est libéré. Donc il y a quelque chose comme ça qui devait être plus complexe aussi chez elle. Mais surtout, encore une fois, la mort de David, je la trouve pas très juste, non? Au final, David, c'est un vrai héros persécuté par la psy et par Elijah aussi. Ça aurait été plus intéressant que David... qui soit redevenu la cape, comme je le disais avant, après la mort de sa femme, alors que justement Audrey, donc sa femme, alors qu'il lui aurait promis à sa femme de ne pas le redevenir, vous voyez, sur son lit de mort. Il y avait quelque chose à faire en termes de densité. Audrey l'aurait prévenu que les vies violentes meurent violemment, grosso modo c'est ce qu'elle dit dans Incassable, que grosso modo elle est contre cette... il s'agit de faire mal à l'autre dans le football américain, alors autant dire qu'un vigilante c'est encore pire, qu'elle aurait dû lui demander justement de jamais embarquer son fils là-dedans, et que lui justement il n'a pas respecté sa parole pour fuir sa tristesse du décès de Audrey, et du coup il en meurt. Vous voyez ce que je veux dire? Il a menti quelque part, il a fait quelque chose de mal, et du coup il en meurt. Ce serait pas plus juste, non? Parce que ici, il est pas seulement une victime innocente, il est victime du plan d'Elijah, puisque Elijah il savait qu'ils allaient mourir. Et il avait compris que l'organisation était contre les super. Perso, il n'y a pas de souci, j'aime bien l'idée de la mort du héros. C'est fort. C'est vraiment couillu de tenir ça, de faire naître un héros de manière aussi belle et chevaleresque et puissante émotionnellement que dans Incassable. Le faire se confronter à un monstre, un tueur en série, comme le tueur de Split, c'est passionnant, et de le retrouver face à Elijah. Mais là, le fait est qu'il meurt de manière injuste. Complètement injuste en plus. Et je pense que Elijah est l'assassin quelque part. Du coup, je trouve que ça enlève vraiment de la beauté et, de la justesse au plan de Mr. Glass, donc d'Elijah. David est une victime négligeable dans ce point-là. Et du coup, la fin est moins positive qu'elle le voudrait. C'est-à-dire que Elijah, qui est quelqu'un de dangereux, un sociopathe, et un mec qui a fait des attentats extrêmement graves, essaye de révéler quelque chose au monde qui est important pour le coup, et il a raison. Mais comme David est une victime négligeable, entre guillemets, de son plan, ça enlève de la qualité à son plan. Il n'avait pas anticipé que David se ferait tuer. Bien sûr que si. Il avait anticipé qu'ils se feraient tuer tous les trois. Il savait très bien qu'ils allaient effacer les super s'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est pour ça qu'il a fait filmer, c'est pour ça qu'il a envoyé les vidéos aux différents membres de la famille, et qu'il voulait qu'ils témoignent là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? David a été pris dans un plan qui l'a dépassé, et à un moment donné, Elijah, il est allé au-delà même d'être son ennemi. Il l'a manipulé. Du coup, c'est assez moche de faire finir le personnage de David comme ça, et ça enlève, je trouve, de la justesse à la beauté de ce que réussit à faire Elijah à la fin. Mais en tout cas, ça me renvoie aussi à une noirceur nouvelle dans les films de Shyamalan depuis The Visit. Dans The Visit, par exemple, encore une fois, vous avez vu tous ces films, donc je spoil, les parents, les vrais grands-parents, on les retrouve à un moment donné dans le frigo, à la cave, ils sont morts. Ils sont morts de manière hyper violente. Et on nous sort ça en mode, voilà, bon, boum, ça tombe, quoi. Alors que dans la plupart des films de Shyamalan jusque-là, c'était très justifié, il y avait quelque chose de l'ordre... Il n'y avait pas ce côté cruel, froid, c'était déjà un petit peu présent... Pardonnez-moi, c'était déjà un petit peu présent dans le phénomène, mais là, c'est impressionnant, tellement c'est sec et froid dans The Visit. Et c'est aussi le cas dans Split, avec les deux jeunes filles, qui se font courir après pendant tout le film, et qui ont aucun défaut. Ils se font juste tuer. Cette froideur-là, je trouve que il y a visiblement une envie de choquer nouvelle chez Shyamalan, de donner un ton unique à la fin de cette trilogie, et une envie de choquer depuis un moment dans ses films, et donc je pense que ça en fait partie. Et c'est réussi en termes de choc, en termes d'effet, c'est plutôt pas mal. Mais en termes de sens d'écriture, je trouve que c'est un peu moins bon pour le coup, cet effet-là, et la mort de David, je la trouve difficilement compréhensible en termes de sens, vraiment, pour le coup.
Et le fait que la psy vienne lui prendre la main, lui dire voilà, vous comprenez pourquoi on veut vous tuer, c'est intéressant, mais c'est sadique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, elle, clairement venant d'elle, c'est pas étonnant, mais sachant qu'Elijah savait que ça allait se produire, c'est sadique même. Alors est-ce que j'ai mal compris la conclusion du film et Elijah est quelque part encore très sadique vis-à-vis des gens autour de lui? Possible, mais je pense pas. Je pense pas. Donc ce climax a 3 twists, et finalement, c'est peu intense. C'est des bonnes idées, mais c'est peu intense. Ouais, c'est pour ça que je pense que le film a été quelque part pas assez écrit, et qu'un budget un peu plus conséquent pour le temps d'écriture et pour une production un peu plus, entre guillemets, ambitieuse, était pour le coup à envisager. C'est un film, je pense qu'il a mal envisagé l'ambition qu'il avait sur ce film-là, Shyamalan. 20 millions de $, ça ne suffisait pas, je pense, pour ce film. Et du coup, j'ai envie de faire un bilan de la trilogie. On a un chef-d'œuvre, Incassable. On a un très bon thriller, Split. Donc on a déjà... Mais on est descendu d'un niveau, vous voyez ce que je veux dire? Chef-d'œuvre, très bon thriller. Et là, on descend encore d'un niveau, avec ce film qui, je pense, franchement, est un film moyen. Qui, malheureusement, conclut le cycle. On conclut le cycle sur un film moyen. Et ça, c'est un petit peu dommage. Malgré ma dureté, j'ai quand même envie de dire que c'est une trilogie de super-héros tout de même unique. Je peux pas nier que si tu mets Incassable, Split et Glass l'un derrière l'autre, tu as un véritable travail d'auteur. Trop rare au cinéma pour qu'on n'apprécie pas ça, quoi. Une vraie trilogie de super-héros singulière avec des films très différents dans leur ton et dans leur approche. Quand même, c'est couillu, quoi. C'est vraiment quelque chose. Il a créé quelque chose d'unique, et ça, quand même, faut lui rendre ça. Alors, je suis critique sur Glass, et je trouve que c'est dommage que certains vont commencer cette trilogie par celui-là, parce que je pense que ça va enlever beaucoup de surprises à Split et beaucoup de qualité, ou le regard sur Incassable va forcément être biaisé. Mais je trouve que c'est une belle trilogie sur le thème du super-héros et surtout sur le potentiel caché de chacun. Le potentiel qu'il faut trouver, utiliser et aussi assumer. C'est vraiment un beau film, un beau... Pardon, excusez-moi. C'est une belle histoire dans son fond. Je n'aime pas le sens, et il y a plein de choses qui me dérangent dans Glass, encore une fois, donc je ne peux pas dire que j'apprécie toute l'histoire en entier, mais dans son fond, ce qu'il essaie de dire, ce qu'il a réussi à donner, à réfléchir, c'est pas mal du tout, c'est quand même balèze. Et ça vient du fait que c'est du vrai travail d'auteur. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, parce que quand même, il faut rendre ça à cette trilogie. Je ne peux pas apprécier tout à fait Glass pour les différentes choses que j'ai dit là, mais je dois quand même dire que si tu mets Incassable, Split et Glass l'un derrière l'autre, quand même c'est du super taf, c'est du beau taf globalement. C'est assez singulier pour qu'on puisse balayer mes critiques en disant, pour une fois qu'on a de la singularité, un mec qui parle trop, tu vas quand même fermer ta gueule. Parce que tu te plains trop souvent qu'il n'y a pas de singularité. Là, on en a un gros paquet, il y a des défauts, mais au moins, ça a tenté d'être singulier, ça a tenté d'être différent, ça a tenté d'être autre chose, et même si ça n'a pas tout réussi, ça a réussi des choses. C'est vrai. Alors, restons plutôt sur cette note positive. Merci beaucoup pour votre écoute dans cette partie spoiler, et n'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à tweeter, liker, et ainsi de suite, bien sûr, mais surtout commenter, donnez-moi votre avis sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup de votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.